Vous m'entendez? Bon. Alors, juste pour vous dire que l'exposition itinérante qui est réalisée par la délégation régionale sera visible à Maison-Blanche, mairie des 9e et 10e arrondissements de Marseille, du lundi 13 au vendredi 24 mai. Et une conférence donnée par Magali Deleuil du laboratoire d'astrophysique de Marseille sur la découverte des exoplanètes au travers des moyens spatiaux aura lieu le 13 mai à 19h30 dans la salle des mariages à la mairie. Si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Joël Guillot, qui est directeur de recherche CNRS au Centre européen de recherche et d'enseignement en géosciences de l'environnement. Il a reçu une médaille d'argent du CNRS en 2005 et ses recherches portent principalement sur l'impact des changements climatiques passés, présents et futurs sur les écosystèmes méditerranéens. En 2008, il a cofondé le réseau EcoREV, écosystèmes continentaux et risques environnementaux, pour promouvoir l'interdisciplinarité en sciences de l'environnement, en particulier avec les sciences sociales, et en 2012, le laboratoire d'excellence LabEx HotMed pour l'étude des risques liés au changement climatique et aux risques naturels dans le bassin méditerranéen. Il a lancé avec M. Kramer le groupe méditerranéen d'experts sur les changements environnementaux et climatiques, MEDEC, pour le transfert de la connaissance sur les changements climatiques aux acteurs de la société des deux côtés de la Méditerranée. Il est coprésident du GREC Sud, chargé de transférer les connaissances sur le changement climatique en région PACA au public et aux décideurs. Il est aussi un des auteurs du rapport spécial du GIEC sur l'impact des réchauffements globaux de 1,5 degré, publié en octobre 2018. Ce soir, à travers sa conférence, il fera le point et présentera les moyens de contenir le réchauffement à 1,5 degré, ce qui passe avant tout par les objectifs et une coopération planétaire. Avant de lui laisser la parole, je vais vous demander de bien éteindre vos téléphones portables, que la conférence dure entre 45 minutes et 1 heure de présentation, 30 minutes d'échange avant de libérer la salle. Et pour rappel, la conférence est diffusée en direct sur notre site web. Je vous souhaite une bonne soirée. Bon, merci beaucoup et merci à vous d'être venus aussi nombreux. Je vais essayer de vous faire passer un message, c'est celui qu'il est absolument urgent de limiter le réchauffement climatique. Alors, je vais vous parler de plusieurs seuils. Vous avez sans doute entendu parler du 1,5 degré de réchauffement et de 2 degrés. Ce sont des seuils qui sont en fait des moyennes planétaires. Localement, le réchauffement est déjà plus élevé que 1,5 degré. Mais la conférence de Paris en décembre 2015 a imposé, enfin ne pas réellement imposé, mais a proposé aux pays membres de l'ONU de faire tout pour contenir le réchauffement à moins de 2 degrés et si possible à 1,5. Alors pourquoi 2 degrés et pourquoi 1,5? Bon, ben, c'est déjà un peu des nombres ronds, mais surtout on est déjà à 1 degré de réchauffement, donc on peut pas, il est déjà un peu trop tard pour limiter plus que de limiter à 1 degré le réchauffement. Et alors 2 degrés, bon, ben, c'est ce qui semble raisonnable de faire. C'est ce qui semblait raisonnable de faire au moment de la conférence de Copenhague. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est la fameuse conférence qui a précédé de plusieurs années celle de Paris et qui a été considérée comme par tout le monde comme étant un échec. Et il y a quand même une chose qui est sortie de cette conférence, c'est le 2 degrés. Et par la suite, les pays qui vivent au niveau de la mer, comme les îles du Pacifique, ont tout fait pour essayer d'être un petit peu plus sévères dans la limitation et de ne pas se contenter de 2 degrés, mais de 1,5 degré, parce qu'on s'est bien rendu compte que déjà à 1,5 degré, ce serait difficile d'avoir une élévation du niveau de la mer qui soit pas trop élevée pour engloutir un certain nombre d'îles. Donc voilà d'où viennent ces deux seuils. Et à la conférence de Paris, il a été demandé au GIEC, donc vous connaissez le GIEC, vous en avez entendu parler, le groupe intergouvernemental d'études de l'évolution du climat. Il lui a été demandé de produire un rapport auquel j'ai participé pour montrer la différence qu'il y avait entre 1,5 et 2 degrés. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de se fatiguer pour limiter 1,5 par rapport à 2 degrés? Et donc c'est un petit peu ces résultats que je vais vous montrer.
Alors tout d'abord, le constat sur le réchauffement. Voici ici une courbe qui vous indique la moyenne de la température du globe depuis 1880 jusqu'à 2018. Et vous pouvez vous apercevoir que à partir de la fin du début du XXe siècle, on a une augmentation de la température qui s'est stabilisée pendant toute la, disons, entre 1940 et 1980. Et puis après, on a une augmentation continue. Et les 4 années les plus chaudes de toute cette période-là, eh bien, c'est les 4 dernières années, avec 2016 qui bat tous les records. Et donc, si vous regardez, si vous faites passer une droite à travers tous ces points-là, eh bien, on s'aperçoit qu'on est déjà à 1 degré de réchauffement. Alors évidemment, c'est une moyenne globale, et si on regarde comment ça se distribue à travers le globe, eh bien, on a une carte comme ceci, où en rouge, vous avez les augmentations de température de 3 degrés ou plus, hein, et en bleu ici, on a plutôt une diminution de température. Donc ce que vous pouvez constater, c'est que sur la majorité de la surface, eh bien, la température augmente à peu près uniformément, et elle augmente plus sur les continents que sur les océans. Et ici, elle diminue simplement parce que la glace qu'on a sur l'Antarctique a tendance à fondre à cause du réchauffement, et cette glace qui fond, eh bien, elle refroidit la mer. Mais partout ailleurs, et en particulier sur les hautes latitudes, on a un réchauffement qui peut aller jusqu'à 3 degrés, et la Méditerranée qui nous intéresse, nous, eh bien, on voit déjà qu'elle a déjà dépassé très largement le 1 degré de réchauffement. Alors, si on regarde maintenant l'élévation du niveau de la mer, donc vous voyez depuis 1993, c'est la date à laquelle on a des données de satellites, on a une augmentation du niveau de la mer qui est à peu près continue avec des petites variations, et à la fin, eh bien, ça s'accélère. On a sur toute la période une augmentation de 1,7 mm par an, et à la fin, eh bien, elle est de 3,2 mm sur la période de 1993 à 2010. Donc, le niveau de la mer, 3 mm, vous pouvez vous dire peut-être que ce n'est pas énorme, mais si vous, sur 10 ans, ça nous fait déjà 3 cm, et je vais vous montrer après qu'on est déjà à une augmentation, par exemple au marégraphe de Marseille, qui était le marégraphe le plus ancien de France, eh bien, on est déjà à 17 cm d'élévation du niveau de la mer depuis le début du XXe siècle. Alors, quels sont les responsables de ces augmentations de la température, du niveau de la mer et plein d'autres facteurs? Eh bien, ce sont les gaz à effet de serre, et c'est essentiellement le gaz qui est le plus responsable du réchauffement, c'est le gaz carbonique, le CO2, qui a augmenté de 40% sur cette période ici depuis 1985. On a aussi le méthane qui a été multiplié par 2,6. Il y a eu une période de stabilisation, et puis à la fin, la dernière décennie, eh bien, on a une augmentation qui a repris en fait. Et il y a aussi le protoxyde d'azote qui a augmenté de 20%. Donc ce sont les 3 principaux gaz à effet de serre responsables de l'augmentation de la température. 75% c'est le CO2. Le CO2 c'est essentiellement lié aux combustibles fossiles pour à peu près 90%. Le méthane pour 14%, ça vient des rivières, des zones humides, des décharges, des ruminants. Et le N2O pour 8%, les engrais, le fumier et également les énergies fossiles. Alors, il y a aussi l'eau qui est un gaz à effet de serre, mais l'eau a une durée de vie dans l'atmosphère qui est très courte, et ce n'est pas les activités humaines qui augmentent l'eau, la vapeur d'eau directement, c'est simplement parce qu'il y a réchauffement que la vapeur d'eau augmente. Donc c'est un effet indirect des autres gaz à effet de serre. Alors, si on regarde maintenant les émissions globales, donc du monde entier, qui est ici, vous avez ici en jaune les contributions de l'industrie, essentiellement l'énergie, donc l'énergie électrique. On a ici les autres, en plus foncé, en orange, on a les autres contributions industrielles. On a
les bâtiments en vert et en bleu, on a le transport. Et puis le reste ici en rose. Donc vous voyez que on a une augmentation à peu près continue. Il y a une stabilisation. Si on avait maintenant les données de 2017 et 2018, on verra en fait que l'augmentation a repris. Alors ça, c'est le total. Si maintenant on ramène tout ça à la quantité de gaz à effet de serre émis par tête d'habitant, eh bien, on a la courbe en noir. Et vous voyez que cette courbe en noir, eh bien, elle augmente également. Donc ce n'est pas uniquement la population qui est responsable, l'augmentation de la population qui est responsable de l'augmentation des gaz à effet de serre, c'est également l'utilisation de l'énergie par chaque habitant qui en est aussi responsable. Alors vous avez ici deux extrêmes, la Chine. Vous voyez que la Chine a fortement augmenté ses émissions depuis quelques dizaines d'années, et également par habitant, c'est la courbe en noir. Et la France, elle, est plutôt un bon élève avec une diminution de ses émissions. Alors, que deviennent les gaz à effet de serre, en particulier le CO2, quand il est dans l'atmosphère? Alors, vous avez ici en gris les émissions dues à la combustion des énergies fossiles, et en gris clair, c'est les émissions dues à la déforestation. Eh bien, cette quantité, vous voyez, augmente depuis 1960. Par contre, tout ne reste pas dans l'atmosphère. Il y a une partie qui est captée par l'océan, en bleu foncé, une partie qui est captée par la biosphère, donc essentiellement la végétation et les sols, et ce qui reste en bleu clair, c'est ce qui reste dans l'atmosphère. Donc, en gros, vous voyez que si on n'avait pas la biosphère et l'océan, on aurait beaucoup plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et ce qu'on appelle les puits de carbone permettent de limiter de manière significative l'augmentation de ces gaz à effet de serre. Alors maintenant, ce que fait le GIEC, c'est évidemment de constater l'augmentation de la température et d'autres paramètres climatiques, mais également de faire des projections jusqu'à la fin du XXIe siècle pour enseigner aux décideurs en particulier ce qui risque d'arriver dans quelques dizaines d'années ou un siècle. Et pour ça, il s'appuie sur des modèles climatiques. Alors je représente ici de manière un petit peu succincte ce que c'est qu'un modèle climatique. C'est en fait une façon de découper la Terre en petites boîtes et de calculer à chaque frontière de ces boîtes les flux de matière et de chaleur qui sont transmises par les vents, par l'eau, etc. Alors dans un modèle climatique, donc c'est essentiellement un gros programme informatique, il y a différents compartiments. Il y a le continent avec sa surface qui est plus ou moins boisée, l'eau, etc. Il y a l'océan. Alors l'océan, il y a la profondeur de l'océan. Il y a des échanges qui se font en profondeur et en surface. Vous avez la glace de mer ici. Vous avez les nuages. Alors les nuages, c'est un problème parce que on ne peut pas représenter par des équations comme le reste des compartiments les nuages parce qu'ils ont une échelle beaucoup plus fine que les autres processus. On est obligé de les paramétriser et c'est ce qui fait en fait la différence d'un modèle climatique à l'autre. C'est la façon dont les processus de petite échelle comme les nuages sont paramétrisés. Et donc si on fait tourner ces modèles sur de longues périodes, eh bien on peut, en fonction de l'augmentation des gaz à effet de serre et d'autres paramètres, on peut déterminer l'évolution du climat. Alors, quelles sont les entrées de ces modèles? Eh bien, il y a par exemple la population mondiale, ici en millions d'habitants. Le GIEC a défini 4 scénarios qu'il a appelés RCP 2.6, 4.5, 6 et 8.5. Alors, le 2.6, c'est le scénario le plus écolo, si vous voulez, entre guillemets. C'est celui où on émet le moins de gaz à effet de serre. Et en rouge, ici, vous avez le scénario qu'on appelle business as usual. On continue à émettre des gaz à effet de serre comme on a toujours fait. Et alors, chacun de ces scénarios a une évolution de la population différente. Par exemple, celui-là est basé sur une augmentation assez forte de la population à plus de 9 milliards d'habitants, alors que le 2,6, eh bien, on suppose qu'on sera capable de contenir l'augmentation de population
à 7 milliards d'habitants. Alors, il y a aussi le PIB, qui est évidemment générateur d'utilisation d'énergie fossile, qui est dépendant en fait de la croissance économique, et les valeurs évoluent différemment selon les scénarios. Et en fonction de ça, on calcule les émissions de gaz à effet de serre. Vous avez ici en noir les émissions historiques, et puis ici vous avez les 4 scénarios. Le scénario 2.6, après un pic qui arrivera assez rapidement, on va diminuer les émissions et on va retomber à des valeurs qui sont inférieures aux valeurs historiques. Et les émissions du scénario 8.5, eh bien, il va continuer à augmenter et il va en fait doubler la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc en fonction de ces 4 scénarios, eh bien, c'est possible de faire des projections de ce qui nous attend dans le futur. Et vous avez ici, là c'est la température en noir historique depuis 1950. En bleu ici, eh bien, vous avez l'évolution de la température pour le scénario bas émetteur de carbone. Et donc vous voyez que là, on peut arriver à contenir la température, grosso modo, aux valeurs données par les accords de Paris, c'est-à-dire entre 1,5 et 2 degrés de réchauffement. Et ici, ce scénario de business as usual, eh bien, vous avez des températures qui vont augmenter jusqu'à 4 degrés avec une barre d'erreur, une incertitude qui va de 3 à 6-7 degrés. Et au niveau du niveau de la mer, vous avez en bleu ici l'évolution du niveau de la mer qui sera de l'ordre de à peu près de 40 cm. Et là, ici, on va arriver à plus de 40 cm et ici plus de 70 cm. Donc vous voyez, il y a une grosse différence d'élévation du niveau de la mer entre les deux scénarios extrêmes. Et même à l'intérieur du scénario qui est bas émetteur de carbone, eh bien, il y a à peu près 10 cm de différence entre des valeurs plus faibles et des valeurs plus élevées. Et les valeurs plus faibles, ça correspond à peu près au seuil de 1,5 du GIEC et les valeurs les plus élevées à 2 degrés. Donc c'est ce type de résultat qui a motivé les îles du Pacifique d'essayer de pousser les pays à limiter leurs émissions de manière à rester plutôt à 1,5 degré plutôt qu'à 2 degrés, parce que ça fait 10 cm de différence. Et bien quand on vit au niveau de la mer, 10 cm, c'est important. Alors, la commande des accords de Paris au GIEC, ça a été de fournir un rapport spécial sur les conséquences du réchauffement planétaire de 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel et profil connexe d'évolution des émissions mondiales des gaz à effet de serre. Vous voyez, c'est un peu compliqué comme titre. Dans un contexte de renforcement de la parade mondiale au changement climatique, du développement durable et de la lutte contre la pauvreté. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ça n'avait pas été suffisamment étudié au GIEC jusque maintenant. C'est d'associer la lutte contre le changement climatique à la lutte contre la pauvreté. Parce que si on n'associe pas une volonté environnementale avec une volonté sociale, eh bien, ça risque de capoter, comme on l'a vu avec la réaction des Gilets jaunes. Donc voilà, ce rapport, c'est une commande donc, qui a été faite en 2015. Et 3 ans après, eh bien, ce rapport est sorti. Et je vais vous présenter un peu les résultats de ce rapport. Alors, qui a participé? C'est peut-être toujours intéressant de rappeler ça. Ce rapport fait à peu près 500-600 pages. Il y a eu 133 auteurs qui ont contribué. Ils ont étudié 6000 références bibliographiques, donc 6000 articles issus de la presse. Donc ce ne sont pas des nouvelles recherches, c'est simplement des compilations de la littérature. Ce rapport a été plusieurs fois ce qu'on appelle dans le jargon des scientifiques reviewé, et il y a eu plus de 1000 reviewers donc, qui ont critiqué ce qui a été écrit dans le rapport et qui ont fait évoluer et améliorer ce rapport. Et ces reviewers ont émis 42 000 commentaires donc, pour améliorer ce rapport. Voilà. Donc, si vous voulez, ce rapport, c'est un peu un consensus de toute la communauté scientifique qui travaille sur le climat. Alors, le premier constat de ce rapport, c'est de répondre à la question où on en est aujourd'hui. Alors,
où on en est simplement, il y a déjà des effets visibles à peu près dans tous les secteurs, que ce soit la mer, la santé, les écosystèmes, les villes et l'agriculture. Il y a déjà des effets du réchauffement. Donc ce n'est pas quelque chose pour le futur, c'est déjà quelque chose qui existe. Et au rythme actuel, le 1,5 degré sera atteint à peu près vers 2040. Alors on donne un intervalle de confiance, hein, on dit grosso modo entre 2030 et 2050. En fait, le réchauffement actuel, il est de l'ordre de 0,2 degrés par décennie. Ce n'est pas du tout négligeable. Et le dernier point qui est vraiment important, c'est qu'il est encore possible de, même si on est à 1 degré actuellement, il est encore possible de réduire à 1,5 degré, de limiter plutôt à 1,5 degré la température, mais ça demande un effort important. Si vous voulez, la physique nous dit que c'est possible. Maintenant, c'est la politique qui doit décider si on va y arriver ou pas. Alors, donc le but c'est de montrer un petit peu les différences entre 1,5 et 2 degrés. Eh bien, on peut déjà le voir avec des cartes de température. Ici, c'est des projections de température avec une moyenne globale de 1,5 degré. Et ça, c'est une carte avec une moyenne globale de 2 degrés. Et ça, c'est la différence. Alors, vous voyez que les différences ne sont pas énormes dans beaucoup d'endroits aux moyennes latitudes, mais aux hautes latitudes, c'est très important. Et haute latitude, eh bien, ça a des conséquences qui sont finalement importantes pour tout le globe, puisque c'est là que se trouve la glace, en particulier sur le Groenland. Et au niveau des précipitations, eh bien, les différences sont beaucoup plus importantes au niveau des moyennes latitudes. Vous voyez ici en orange, c'est les zones qui vont devenir nettement plus sèches à 2 degrés par rapport à 1,5 degré. Et donc vous voyez en particulier la région méditerranéenne est une région très sensible à la diminution des précipitations. Alors maintenant, on se regarde un petit peu plus sur le futur. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec 1,5 et 2 degrés sur les impacts? Alors, évidemment, on travaille sur différents secteurs. Il y a d'abord des secteurs plus immédiats, comme les événements extrêmes, les canicules, les pluies torrentielles, les inondations et les risques de sécheresse. La montée du niveau de la mer, 10 cm de différence entre 1,5 et 2 degrés. Et ces 10 cm de différence, eh bien, ça fait 10 millions de personnes en plus qui seront exposées à la montée du niveau des mers. Donc, à 2 degrés, on a 10 millions de personnes qui sont en danger à cause de cette montée du niveau des mers. Alors maintenant, si on regarde d'autres domaines, par exemple l'acidification de l'océan, les récifs coralliens, eh bien, il y a des impacts importants, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Les sécheresses, les inondations, les canicules, les cyclones, ça a des effets sur la sécurité humaine, sur la santé. Sur les populations, on a des migrations climatiques en perspective, les ressources en eau, l'alimentation, la sécurité, par exemple la Méditerranée qui est une mer où les marées sont relativement faibles, on a pris l'habitude de construire énormément pas loin du niveau de la mer. Donc les bâtiments comme par exemple les bâtiments historiques comme ceux de Venise sont en danger avec cette élévation du niveau de la mer. Alors on a des effets aussi sur la biodiversité, les écosystèmes, la pollution, la santé, et il y a des phénomènes qui sont irréversibles. C'est le niveau de la mer et le dégel du permafrost, je reviendrai dessus. Le permafrost, c'est les couches de sol à haute latitude qui restent gelées en permanence. Et bien, quand c'est dégelé, eh bien, on ne revient pas en arrière. Et le niveau de la mer, de la même manière, c'est lié au dégel des calottes de glace. Eh bien, on ne peut pas revenir non plus en arrière. Donc, c'est ce qu'on appelle des phénomènes irréversibles. Et voilà ce dessin que j'ai trouvé sur Le Monde en octobre, juste le lendemain de la sortie du rapport, représente un petit peu assez bien les principales différences entre 1,5 et 2 degrés. Par exemple, ici, on a les intensités des vagues de chaleur. À 1,5 degré, on a des vagues de chaleur qui seront plus chaudes de 3 degrés. Donc, la température moyenne pendant une vague de chaleur sera à peu près 3 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière. À 2 degrés, eh bien, c'est 4 degrés au-dessus. Donc, il y a une différence de 1 degré au niveau des canicules.
Alors peut-être l'effet le plus important, c'est sur les coraux. Actuellement, on a déjà, je parle ici des coraux tropicaux, on a déjà 50% des coraux tropicaux qui sont en danger, à la fois à cause de l'augmentation de la température et à cause de l'acidification de l'océan. Eh bien, à 1,5 de réchauffement, on aura des coraux en danger 70 à 90% des coraux seront en danger, et à 2 degrés, 99%, c'est-à-dire la perte en fait des récifs coralliens. La banquise arctique également sera fortement impactée. On considère qu'il y aura une fonte complète de la banquise en été. Actuellement, ça ne se passe pas. À la fin de l'été, on a une diminution très importante de la banquise, mais elle ne fond jamais complètement. Eh bien, à 1,5 degré de réchauffement, elle va fondre une fois par siècle en moyenne, et à 2 degrés, une fois par décennie. Donc vous voyez, c'est 10 fois plus. Donc c'est important parce que quand il n'y a plus de banquise, eh bien c'est toute l'alimentation de tous les organismes qui vivent sur cette banquise. Il y a le krill, etc. Et puis après, on peut aller sur des niveaux trophiques plus élevés, comme l'ours blanc, etc., qui vont être en danger. Alors, au niveau de la pêche, il y a également des effets importants. Donc on constate déjà une diminution importante de la pêche qui n'est pas uniquement due au climat, qui est due aussi à la surpêche, mais avec 2 degrés, eh bien, il y aura une différence encore plus élevée. Je l'ai déjà dit, pour la hausse du niveau de la mer, il y a 10 cm de différence et ça fait 10 millions de personnes en plus qui sont impactées. Il y a les pluies torrentielles, il y a aussi des impacts assez importants. Alors au niveau de l'agriculture, ça concerne à peu près tout le monde, mais particulièrement l'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine, où on aura une diminution de la productivité qui sera beaucoup plus forte à 2 degrés qu'à 1,5. Et puis, il y a un article qui a été suivi par d'autres articles qui font des projections pour la perte de biodiversité. On en a pas mal parlé dans la presse à l'époque. C'était un petit peu avant la sortie du rapport. Eh bien, en gros, il y a 2 fois plus d'espèces qui seront menacées à 2 degrés qu'à 1 degré. Par exemple, pour les vertébrés, on a une menace sur 4% des espèces de vertébrés et c'est 8% à 2 degrés. Pour les insectes, c'est 6% versus 18%. Là, c'est 3 fois plus. Et pour les plantes, c'est 8% versus 16%, c'est le double. Donc, vous voyez qu'il y a une perte de biodiversité importante uniquement due au réchauffement climatique. Et si vous ajoutez d'autres effets comme l'artificialisation des sols, l'extension des villes, etc., eh bien, cette biodiversité est encore plus en danger. Alors maintenant, je voudrais vous montrer un exemple d'évolution qui nous intéresse. C'est par exemple c'est la température de la région méditerranéenne. Vous avez ici en vert l'évolution de la température du globe et en bleu celle de la Méditerranée. Et donc vous voyez, depuis 1980, il y a une accélération du réchauffement de la Méditerranée. Je ne parle pas de la mer, je parle de l'ensemble. Il y a une accélération importante et on peut dire que la région méditerranéenne se réchauffe 20% fois plus vite que le reste du globe. Donc localement, on a des différences qui sont très importantes et qui vont rendre les conditions particulièrement difficiles. On pourrait par exemple se focaliser aussi sur les villes. On a dans les villes ce qu'on appelle l'îlot de chaleur urbain. Donc le centre des villes est plus chaud que la campagne environnante, de plusieurs degrés. Eh bien, ça va s'amplifier fortement également. Et alors, il est intéressant de regarder ce qui va se passer au niveau des espèces méditerranéennes. Vous avez ici une carte qui vous donne en bleu ici l'extension actuelle de la zone méditerranéenne pour le sud de l'Europe. Et en 2020, vous voyez en noir que cette zone méditerranéenne, donc ça veut dire le climat méditerranéen et donc les espèces méditerranéennes, certains arbres, l'olivier par exemple, vont grimper vers le nord. Donc ça, c'est évidemment, c'est potentiel. Ça veut dire que le climat leur permettrait de grimper vers le nord, mais il faut évidemment le temps que les espèces s'installent. Et ici, vous avez 2050, et ici, vous avez en 2080.
Donc vous voyez que toute la façade atlantique pourrait devenir méditerranéenne avec les changements qui sont prévus. Et je représente ici quelques espèces d'arbres où on voit déjà une adaptation, par exemple du pin d'Alep, du chêne blanc, qui est en train de s'adapter en Aquitaine. Donc on observe déjà sur le terrain des évolutions du climat méditerranéen vers le nord. Alors maintenant, la question qu'on se pose, c'est de savoir est-ce que c'est possible de limiter à 1,5 et comment il faut faire. Alors ça, c'était la deuxième partie des messages du rapport du GIEC, qui nous dit que pour contenir le réchauffement à 1,5 degré, les émissions de CO2 devraient diminuer de 45% en 2030. Elles n'ont pas encore diminué, hein, malgré les sonnettes d'alarme qui ont été tirées par les scientifiques depuis de nombreuses années. Il n'y a pas encore eu de diminution de CO2. Mais là, il faudrait qu'en 2030, on ait diminué de 45% par rapport à 2010. Et si on se contente de 2 degrés de réchauffement, eh bien, on peut attendre un petit peu et à ce moment-là, la diminution pourrait n'être que de 20%. Alors, ça, c'est 45% et 20% de moins. Ça ne veut pas dire qu'on a supprimé tous les gaz à effet de serre. Donc, il va toujours y avoir une augmentation de la température qui est liée aux gaz à effet de serre qu'on continue à émettre. Et si on veut vraiment empêcher la température de monter trop fort, eh bien, il faut non seulement réduire de 45% en 2030, mais il faut arriver à zéro en 2050. Alors, arriver à zéro, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on ne va pas, ce n'est absolument pas possible de supprimer complètement et immédiatement les énergies fossiles, mais si on veut arriver à ces objectifs, eh bien, il faut compenser les émissions par ce qu'on appelle de l'absorption, de la capture du CO2. Donc, le CO2 qui est déjà dans l'atmosphère, eh bien, il faut le capter et le mettre quelque part, on reviendra là-dessus après, de manière à diminuer les émissions qui sont liées aux énergies fossiles. C'est ce qu'on appelle le zéro net. Et ce zéro net doit être atteint en 2050. Donc 2050, c'est l'année où les émissions devront être compensées par des captures de CO2. Et pour 2 degrés, eh bien, on peut se permettre d'attendre 2075. Ça, c'est le CO2, et il faut également, parallèlement à ça, diminuer les autres gaz à effet de serre. Alors ça, c'est la théorie. Comment on peut y arriver? Eh bien, évidemment, le premier secteur qui permet de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, c'est évidemment les énergies renouvelables. Et le GIEC nous dit, eh bien, il faut que entre 49 et 67% du mix énergétique soit composé d'énergie renouvelable en 2050. Ça, c'est pour les renouvelables, mais il faut aussi que les émissions de l'industrie, des transports, etc., diminuent parallèlement. Et ça aura des implications sur la sécurité alimentaire, les écosystèmes et la biodiversité. C'est des implications positives. Et ça, il faut vraiment insister là-dessus, c'est que diminuer les émissions de gaz à effet de serre, on peut prendre ça comme une punition et dire bon, bah, c'est une catastrophe, il faut faire le maximum, tant pis. On a vécu sur notre capitale pendant des dizaines d'années et maintenant on doit se serrer la ceinture. Non, ce n'est pas le cas parce que le fait de diminuer les gaz à effet de serre, ça a des répercussions par exemple sur la santé. La santé est très compromise par les émissions d'énergie fossile puisque ça pollue l'atmosphère dans les villes et le long des routes, etc. La sécurité alimentaire également serait bénéficiaire si on remplace les énergies fossiles par des énergies renouvelables. J'y reviendrai un peu plus tard. Les écosystèmes également et évidemment la biodiversité. Alors, à Paris en décembre 2015, il a été demandé au gouvernement de venir dans les négociations avec des propositions de réduction des gaz à effet de serre. Et chaque pays est venu avec ses propositions et les chercheurs ont mis tout ça ensemble et ils ont calculé ce que ça pouvait nous donner comme réchauffement planétaire. Et en fait,
ils ont calculé qu'on était loin de 1,5, on est plutôt autour de 3 degrés. Donc actuellement, si on respecte ces réductions promises, donc ces promesses des pays, eh bien on est à 3 degrés. Et malheureusement, on n'est même pas sur le chemin des 3 degrés parce qu'aucun des pays ne respecte ces promesses à l'heure actuelle. Donc vous voyez qu'on a attendu beaucoup. En fait, plus on attend, plus c'est difficile à faire ce qu'on appelle la transition énergétique et la transition écologique. Alors, ça, ce diagramme vous le montre bien. Ça, c'est les émissions, l'évolution des émissions. On est de l'ordre de 40 à 45 gigatonnes de CO2 équivalent. Ça veut dire qu'on ramène tous les gaz à effet de serre en équivalent CO2, c'est plus facile à calculer. Et si on continue sur la lancée, on arrive ici avec la flèche orange. En jaune, ici, c'est les promesses des pays. Donc vous voyez, ça permet de descendre un petit peu, mais on ne descend pas vers zéro, hein, il faudrait descendre vers zéro en 2050. Et ici, si on vise l'objectif de 2 degrés, on est plutôt sur la flèche bleue, et si on vise l'objectif de 1,5 degré, on est sur la flèche verte, qui nous arrivera à peu près en 2050 à zéro. Alors, évidemment, il y a une grosse inertie dans ces gaz à effet de serre. Les gaz qui ont été émis il y a quelques dizaines d'années sont toujours présents dans l'atmosphère. Donc, il faut calculer si le cumul de tous les gaz qui ont été émis depuis le début de l'ère industrielle, si il n'est déjà pas trop tard. En fait, si on fait le budget, le bilan, si vous voulez, de tous les gaz qui ont été émis depuis l'ère industrielle, on voit qu'il nous reste encore 420 gigatonnes d'émissions possibles. Donc c'est pas zéro. Si la réponse était zéro, ça veut dire du jour au lendemain, il faut arrêter toutes les émissions de gaz à effet de serre. Donc il en reste encore 420, ce qui est encore relativement... Enfin, ça rend les choses encore possibles, on va dire. Et à 2 degrés, eh bien, il nous en reste encore 1500. Donc si vous voulez, ça c'est ce qui nous reste comme, si vous voulez, marge de manœuvre pour arriver à satisfaire les deux objectifs de 1,5 et 2 degrés. J'ai oublié de vous dire que 1,5 et 2 degrés, ce n'est pas par rapport à la température de maintenant, c'est par rapport à la température pré-industrielle, c'est-à-dire la température qu'on avait avant d'utiliser le charbon. C'est pour ça qu'on est déjà à 1 degré actuellement. Alors, le GIEC a proposé 4 scénarios pour arriver. Je vous ai parlé du net carbone. Ça veut dire que les émissions sont compensées par des captures de carbone. Alors, on a 4 possibilités. Enfin, c'est une façon de schématiser un peu les choses. Si vous voulez, si on est vertueux et que très rapidement, là, on se trouve à peu près ici, et on décide que l'année prochaine, on doit descendre, et chaque année, on doit descendre de plus en plus nos émissions, et arriver pas loin de zéro en 2050, eh bien, à ce moment-là, on peut arriver au net zéro. C'est-à-dire que même s'il reste des émissions résiduelles, comme ici en gris, eh bien, on peut compenser par des captures de carbone qui sont assez légères et qui sont représentées en orange. Donc voilà, et la courbe ici, ça vous donne le bilan. Donc on peut même arriver à ce qu'on appelle des émissions négatives durant la deuxième moitié du XXIe siècle. Alors, pour arriver à ça, eh bien, il suffit d'utiliser des méthodes qu'on va dire naturelles, par exemple le reboisement, le boisement ou le reboisement. Donc ça veut dire reboiser des zones qui étaient boisées avant et qui ne le sont plus, ou bien boiser de nouvelles zones. Pas trop en fait, parce que si on réduit fortement les émissions, eh bien, ce ne sera pas nécessaire de reboiser trop, parce que vous savez que si vous reboisez un peu trop de surface, vous êtes en compétition avec la production alimentaire et il faut essayer de faire un compromis. Alors ça, c'est le scénario vertueux. Le deuxième scénario, on attend un petit peu plus, où on descend un peu plus lentement et on doit mettre en route des solutions naturelles comme le reboisement, mais il faut aussi ajouter en jaune ce qu'on appelle des émissions de capture de carbone. Alors,
une façon de capturer le carbone, c'est de remplacer le charbon dans des centrales à charbon. On remplace le charbon par de la biomasse, c'est-à-dire du bois, quoi. Hein, on étend, si vous voulez, les forêts, et on utilise ce bois-là pour produire de l'électricité. Et le CO2, évidemment, on ne le laisse pas, puisqu'on le brûle, ce bois, on ne laisse pas le CO2 s'échapper vers l'atmosphère, sinon on continue à augmenter l'effet de serre. On va capter ce CO2 à la sortie des cheminées et on va l'enfouir quelque part, par exemple dans des couches géologiques. Et ça reste raisonnable comme méthode ici, si on arrive à descendre suffisamment. Alors vous voyez ici un autre scénario où en fait on n'est pas du tout vertueux et il faut utiliser la capture des centrales à biomasse beaucoup plus fort et ici encore beaucoup plus fort. Donc l'idéal évidemment c'est de prendre des mesures assez rapidement pour pouvoir rester dans des solutions qui sont dites naturelles. Alors pour y arriver, il y a deux types de comportements, il y a deux types de solutions. Il y a ce qui est du ressort des pouvoirs publics. Par exemple, passer aux énergies renouvelables, c'est pas vous qui êtes dans la possibilité de le faire. Il faut que les pouvoirs publics décident de construire, par exemple, des parcs photovoltaïques ou des éoliennes, etc. Alors, il y a la production d'énergie et il y a le stockage de carbone dans les milieux naturels. Alors si vous regardez les différents types de milieux naturels, vous avez ici les déserts, la brousse, la toundra, les lacs, les prairies, etc., les forêts, les marais, et avec ici la surface. Vous voyez, les marais ont une surface assez faible, mais il y a une production de biomasse qui est ici à droite du graphique qui est très élevée. Donc les zones humides, par exemple, sont des zones de tampons qu'on peut mettre à contribution pour capter du CO2. Les forêts également, elles stockent moins de carbone, mais en surface, elles sont beaucoup plus importantes. Donc, on peut utiliser les milieux naturels pour stocker du carbone, et on peut aussi, dans toutes ces zones-là, regarder le sol. Le sol, c'est quelque chose d'important. Actuellement, il y a à peu près 1500 gigatonnes de carbone dans les sols. Et bien simplement, si on augmentait cette quantité de carbone dans les sols, eh bien ce serait possible de stocker beaucoup plus de carbone. Alors il y a le programme 4 pour 1000 qui a été lancé à la COP 21 en 2015 par le ministre de l'Agriculture de l'époque. Et il a dit si on arrivait à augmenter le stockage de carbone de 4 pour 1000 par an, eh bien on pourrait compenser les émissions atmosphériques. Donc ça c'est pas si simple que ça et il y a des recherches qui se font parce qu'il y a quand même un certain risque par exemple de relarguer du carbone qui est déjà présent, de le relarguer dans l'atmosphère. Donc il y a des possibilités au niveau de la biomasse des forêts, des zones humides et des carbones et des sols, pardon. Voilà. Alors maintenant les mesures qui doivent être prises pour promouvoir ce type de comportement. Par exemple, si vous voulez faire passer les populations à plus de renouvelables ou mieux isoler leurs bâtiments, eh bien, il faut des aides, évidemment, pour pouvoir faire les travaux nécessaires. Et donc, les pouvoirs publics doivent investir, et aussi le secteur privé, etc. On doit investir pour une politique ambitieuse de réduction des gaz à effet de serre, en particulier sur les transports et sur l'énergie. Donc ça, c'est ce qui est du ressort du public. Alors si on regarde maintenant, il y a eu la Cour des comptes européenne a sorti un rapport il n'y a pas longtemps où il a fait un peu le bilan de ce qui se passait. Alors actuellement pour l'Europe, 79% des émissions de gaz à effet de serre sont dues à l'utilisation de l'énergie dans tous les secteurs. Ici, vous avez 8% dans les processus industriels, 10% dans l'agriculture et 3% dans l'élimination et le traitement des déchets. Donc, voilà le tableau actuel. Et ils ont calculé qu'il fallait investir 1000 milliards d'euros par an pour
arriver à une politique qui est ambitieuse de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et un levier pour ça, c'est le prix du carbone qui est actuellement trop faible pour si vous voulez, pousser les entreprises, par exemple, à investir dans des processus qui sont plus propres. Par exemple, les bateaux qui sont quand même responsables de pas mal d'émissions de gaz à effet de serre, qui transportent nos marchandises depuis la Chine jusque chez nous, ils émettent énormément de gaz à effet de serre et ils ne sont pas tellement poussés à les réduire parce que le carburant qu'ils utilisent est très bon marché et il n'y a pas vraiment d'incitation au niveau des émissions carbone. Alors voilà leur conclusion. L'Europe est malgré tout en avance sur à peu près tous les autres continents, mais elle a encore beaucoup de progrès à faire. En particulier, elle affiche une volonté de diminuer de 80 à 95% ses émissions d'ici 2050, en augmentant de 27% les renouvelables, d'arriver plutôt à 27% du mix énergétique en renouvelables, et également d'augmenter fortement l'efficacité énergétique. Et pour ça, eh bien, il faut... et puis, évidemment, il y a encore les transports, qui est vraiment un secteur important. Il faut évidemment remplacer l'énergie fossile par des énergies renouvelables dans les transports. C'est quand même à peu près les 3/4 des émissions. Et donc, pour ça, il y a 1000 milliards d'euros nécessaires d'investissement. Alors, ça paraît beaucoup pour l'Europe, mais bon, c'est ce qui a été mis en un an pour sauver les banques. Hein, donc, on peut très bien le faire si on veut se mobiliser. Alors, il y a aussi, ça c'est ce qu'on appelle l'atténuation, c'est atténuer le réchauffement futur. Mais il y a aussi l'adaptation, parce que, comme je vous l'ai montré, le réchauffement est déjà en marche. Donc, il faut forcément s'adapter à ce qui est déjà en marche dans le réchauffement, donc pour la partie du réchauffement pour laquelle il est déjà trop tard. Et si on ne fait strictement rien pour atténuer le réchauffement, eh bien, ils ont calculé que le statu quo coûtera 2% du PIB, c'est-à-dire à peu près 190 milliards d'euros par an. Rien que simplement pour s'adapter à une société qui continue à évoluer comme elle a toujours évolué. Donc vous voyez, ce n'est pas du tout négligeable non plus comme investissement, comme coût plutôt. Alors, l'Europe a mis en place des échanges de quotas. C'était supposé être efficace si par exemple une entreprise n'utilise pas son quota d'émissions, elle émet moins que ce à quoi elle a droit, donc on distribue des quotas un peu à tout le monde, et si vous n'utilisez pas tous vos quotas, vous pouvez les vendre à une entreprise qui les utilise et qui dépasse ces quotas. Et la politique européenne pour les quotas s'appelle ETS, et ils ont constaté qu'elle est complètement inefficace, et elle ne sera jamais efficace avant 2030. Donc on ne peut pas réellement dans l'immédiat compter là-dessus pour faire progresser le schmilblick. Alors il y a d'autres problèmes qu'ils ont pointés, comme par exemple la transition du fret routier vers le bateau, vers le bateau fluvial ou le bateau en mer, le train surtout. Eh bien ça ne se fait pas suffisamment. Et les ports, par exemple, les ports sont très mal équipés, en particulier les bateaux, quand ils sont à quai, continuent à émettre des polluants, pas que des gaz à effet de serre, hein, des polluants, des oxydes de carbone, du soufre, etc. Et ils ne sont pas du tout équipés pour faire fonctionner les bateaux à l'électricité quand ils sont à l'arrêt. Donc tout ça, c'est des problèmes qu'il faut absolument résoudre au plus vite. Alors maintenant, pour terminer, je vais vous parler de ce qui est plutôt du ressort de tous les citoyens, parce que tout le monde a son rôle à jouer. Alors simplement, il faut savoir ce qu'on émet comme gaz à effet de serre quand on utilise sa voiture, quand on va en TGV, quand on prend l'avion, quand on utilise un TER, etc. C'est très variable évidemment d'un moyen de transport à l'autre. Donc il faut tenir compte de ce type de chiffres qui sont fournis par l'ADEME. Si vous allez sur le site de l'ADEME, vous verrez qu'ils ont énormément de données sur nos émissions de carbone, en gros. Par exemple, un véhicule
où il y a une seule personne dedans et qui fait des petits trajets périurbains émet 216 grammes de CO2 par personne et par kilomètre. Si vous comparez avec le TGV, on est à 6,6. Donc vous voyez une énorme différence. Par contre, si le TER est diesel, comme par exemple celui entre Marseille et Aix, eh bien, ce n'est pas du tout négligeable. C'est la moitié d'une voiture. Par personne dans le train. Hein. Donc vous voyez, c'est à proscrire en fait les TER diesel. Et un TER électrique est beaucoup plus intéressant, mais là aussi ça dépend de la source d'énergie utilisée par le train, que ce soit le TGV d'ailleurs et le TER. On est en France, 80% de l'énergie vient du nucléaire et émet très peu de gaz à effet de serre. Alors un véhicule particulier sur une longue distance émet nettement moins, la moitié d'un véhicule sur des trajets périurbains. Et un autocar, on voit de plus en plus remplacer les trains par des autocars. Eh bien, un autocar, c'est pas du tout négligeable. C'est pas aussi grave qu'un TER, mais ça n'a rien à voir avec qu'un TER diesel. Mais c'est quand même presque le double d'un TER électrique. Alors maintenant, au niveau il n'y a pas que les transports. Donc ici, je reprends les transports. Là, j'ai ajouté ici l'avion. 293 grammes de CO2 par passager par kilomètre. Donc c'est l'avion évidemment un champion toute catégorie dans les émissions de gaz à effet de serre. Hein, en comparaison par exemple le TGV 3,7 et le métro 5,7. Alors par exemple l'alimentation, c'est pas du tout anodin non plus. Un repas à base de viande rouge, eh bien, c'est 4,5 kg de CO2 par repas. D'accord ? Si vous remplacez la viande rouge par du poulet, par exemple de la viande blanche, vous tombez à 1,1. Et s'il n'y a pas de viande, donc un repas végétarien, on est à 0,45. Donc, vous voyez, il y a des choix à faire. On ne peut pas être vertueux dans tous les domaines. Ça, on le comprend assez facilement. Mais si on est non vertueux dans tous les domaines, eh bien, on contribue énormément aux émissions de gaz à effet de serre. Et les ordinateurs, ce n'est pas négligeable non plus. La production d'un ordinateur à écran plat, donc un ordinateur fixe, c'est 1280 kg de CO2 par appareil. Un portable, c'est 6 fois moins. Et un smartphone, c'est 30 kg. Donc, ce n'est pas du tout négligeable. Donc, quand on change son smartphone tous les ans ou tous les 2 ans, eh bien, ça finit par chiffrer. Et alors, un domaine qui m'a beaucoup interpellé quand je l'ai découvert, c'est les envois de messages électroniques. On a l'impression que parce que c'est du virtuel, on n'émet pas de CO2. En fait, un email avec une pièce jointe, qui fait par exemple quelques mégaoctets, eh bien, c'est 35 grammes de CO2 par unité. Donc si cet email qui a par exemple, prenons un email qui est une pièce jointe de 5 mégas, ou on peut même prendre moins d'1 méga par exemple, et que vous l'envoyez à 10 personnes ou à 100 personnes, eh bien c'est 10 fois plus ou 100 fois plus. Ce n'est pas parce que tous les destinataires sont dans le même message que ça compte pour une seule personne. C'est multiplié par autant de personnes à qui c'est envoyé. Donc ça peut, si vous faites le calcul de vos emails, et vous verrez que ce n'est pas du tout négligeable. Une requête sur Google, c'est pas du tout négligeable non plus. Et un tweet, c'est nettement moins, mais c'est pas du tout négligeable. Donc Donald Trump émet pas mal de CO2. Alors maintenant, je vais conclure. En résumé, les messages du GIEC, on peut les résumer par 4 messages clés. Le changement climatique affecte déjà les écosystèmes, les populations et leurs moyens d'existence. Donc on décèle déjà beaucoup d'effets actuellement. Limiter le réchauffement à 1,5 degré n'est pas physiquement impossible, mais ça requiert des changements sans précédent dans tous les aspects de la société. Troisième message, il y a des bénéfices clairs de garder le réchauffement en dessous de 1,5 degré plutôt que 2 degrés, et chaque fraction de degré compte. Donc c'est les différences d'impact que je vous ai montrées tout à l'heure. Et limiter le réchauffement à 1,5 degré peut et doit se faire main dans la main avec les objectifs du développement durable. Vous savez peut-être que l'ONU a aussi
publié une liste de 17 objectifs du développement durable. Donc ce sont des objectifs qui, par exemple, accès à l'eau à tout le monde, accès à la santé, diminution des inégalités, réduction du réchauffement climatique, etc. Il y a 17 objectifs du développement durable et pour pouvoir être efficace dans la réduction du réchauffement, eh bien, il faut aussi garder en tête les objectifs du développement durable, en particulier la réduction des inégalités. Parce que si un appartement qui se chauffe, qui est mal isolé et qui se chauffe avec un radiateur électrique, s'il doit faire les travaux nécessaires pour passer à des moyens de chauffage qui sont moins émetteurs de gaz à effet de serre, ça coûte de l'argent et donc s'il n'y a pas d'aide, eh bien ce ne sera pas possible. Et voilà, j'aime bien finir avec cette réflexion de Groucho-Marx. Pourquoi devrais-je me préoccuper des générations futures quand elles font pour moi? Et en fait, vous avez en opposition à ça Greta Thunberg, qui est devenue le porte-parole des jeunes pour la lutte contre le réchauffement climatique, qui est justement le modèle des générations futures et qui s'en préoccupe beaucoup. Voilà, je vous remercie.